Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être la première d'une série de 2 vidéos que j'ai prévu de faire sur la rentrée littéraire d'hiver. Je me suis programmé 8 lectures sur cette rentrée littéraire et comme j'en ai déjà fait 4, et même j'en ai fait un peu plus, je vais vous tourner ce point lecture. Voilà, allez c'est parti. Pour le premier livre, je vais vous les chroniquer dans l'ordre où je les ai lus. C'est le plus simple. Donc le premier livre que j'ai lu de la rentrée littéraire, c'est le Philippe Besson, Ceci n'est pas un fait divers. Et c'est un livre qui m'attirait beaucoup par sa thématique, puisqu'on va parler de féminicide. On va suivre l'histoire de 2 enfants dont le père a assassiné la mère. Vous avez la petite fille, celle sur laquelle démarre le roman. Le roman s'ouvre sur cette phrase « Papa a tué maman ». Et elle appelle en fait son grand frère qui vit à Paris, qui est danseur à Paris. Et voilà. Et vous allez suivre à travers ce roman, au-delà du féminicide, qui est en fait pas tellement le sujet traité, mais plutôt les conséquences familiales et les conséquences sur les enfants du féminicide. C'est non seulement des enfants qui viennent de perdre leur mère, mais qui viennent de perdre leur mère, leur père va aller en prison parce que leur père a tué leur mère. Et c'est une espèce d'empilement d'horreur qui les met tous les deux dans une situation extrêmement complexe. Alors déjà, on va faire un sort à ce titre, ceci n'est pas un fait divers, parce que je le trouve hyper intéressant. Donc si on prend la définition de ce que c'est qu'un fait divers, un fait divers, c'est un événement sans portée générale qui appartient à la vie quotidienne. Et le fait que Philippe Besson choisisse de dire que ce n'est pas un fait divers, effectivement, déjà ça marque un positionnement fort. Il choisit de dire que le féminicide, c'est pas un accident. C'est pas un chien écrasé. Et déjà, je trouve ça hyper intéressant comme titre. Dans d'autres définitions, on trouve aussi qu'un fait divers n'est pas quelque chose à portée sociale, économique, politique, culturelle ou autre. Or là, ceci n'est pas un fait divers. Un féminicide, ça a une portée sociale, une portée économique, une portée politique. Clairement. Donc déjà, merci pour ce titre à Philippe Besson parce que je le trouve hyper fort et hyper intéressant. L'histoire nous est racontée du point de vue du garçon, du grand frère, qui n'est jamais nommé, il n'a pas de prénom. Il est vraiment à la fois totalement immergé dans l'histoire et en même temps celui qui a un regard extérieur et qui raconte l'histoire. Donc sa sœur l'appelle et il revient vite dans leur ville natale. Merde, ils sont où? J'ai un blanc, près de Bordeaux je crois. Oui, près de Bordeaux. Et il arrive, il déboule et il se retrouve dans cette situation. Et honnêtement, quand j'ai vu le livre, il est très court. Je me suis dit, bon, Philippe Besson fait souvent des livres courts, mais je me suis dit comment on va pouvoir traiter un sujet aussi important dans aussi peu de pages. Et en fait, il y arrive très bien. Il y met ce qu'il faut de sensibilité et d'intelligence pour vraiment, marquer les esprits et imprimer ce qu'il y a à dire. Et ce qu'il y a à dire, c'est l'essentiel, c'est que ce n'est pas quelque chose de normal, ce n'est pas quelque chose de banal, ce n'est pas quelque chose qu'on doit accepter. Et surtout, on doit en mesurer les conséquences. Ça va bien au-delà des conséquences juste du patriarcat. C'est aussi des conséquences sur les enfants, c'est des conséquences pas que sur la femme. Donc je trouve que ça, il le fait vachement bien. Ce que Philippe Besson va aussi nous montrer, c'est le rapport à la justice, le rapport à la police, comment tout se met en place. On va voir la difficulté du témoignage lorsqu'on est au tribunal. Et surtout, on va suivre la petite Léa, la petite sœur, celle qui a tout pris de pleine face, plus jeune, fille. Elle était à la maison quand c'est arrivé. C'est un témoin direct. Bref, pire situation du monde. Et on va voir sa lente descente aux enfers et l'impuissance parfois de ce grand frère et en même temps toute la beauté de leur relation parce que vraiment ils essayent de se soutenir à leur façon. Moi j'ai trouvé leur relation fraternelle très belle et très touchante malgré les difficultés et parfois les incompréhensions et les difficultés à communiquer, à s'exprimer, à partager la douleur. Alors dans la 4e de couverture, c'est marqué que c'est inspiré d'un fait réel. C'est tellement... j'ai envie de dire, il suffit de suivre les réseaux sociaux. Vous avez plein de sites qui
décompte les féminicides à l'année. Oui, alors c'est sans doute inspiré, mais c'est d'une banalité affligeante et c'est bien ça qui fait peur et c'est bien ça qui est aussi inquiétant. C'est que oui, évidemment, ça arrive quasiment quotidiennement, ce genre de choses. Et c'est ultra flippant. Voilà, donc ce livre de Philippe Besson, c'est 200 et quelques pages qui se lisent d'une traite, qui se lisent comme ça. Vous lâchez pas le livre. Ça déclenche beaucoup d'émotions, beaucoup de colère, beaucoup d'énervement. C'est très intéressant. La limite, on pourrait presque dire qu'il n'y a rien de neuf, tout ça on le sait déjà. C'est juste qu'il met son talent au service à un moment donné pour nous raconter une histoire qui a une portée sociale et politique. Voilà. Donc, si vous aimez bien Philippe Besson, je pense que ce livre peut vous plaire. Alors, j'ai ensuite lu le livre de Lydie Salvert qui s'appelle, j'oublie tout le temps le titre, qui s'appelle comme ça, de toute façon j'arrive jamais à le prononcer, et c'est de successologie. Je ne sais pas le prononcer. Bon, je vais aller chercher le livre parce que comme ça j'aurai vraiment le vrai titre, irréfutable, essai de successologie. Alors le bandeau nous dit comment intriguer, abuser, écraser pour avoir du succès. Je vous lis la 4e de cours et après on en parle. Comment se faire un nom? Comment émerger de la masse? Comment s'arracher à son insignifiance? Comment s'acheter une notoriété? Comment intriguer, abuser, écraser, challenger? Comment mentir sans le paraître? Comment obtenir la faveur des puissants et leur passer discrètement de la pommade? Comment évincer les rivaux, embobiner les foules, enfumer les naïfs, amadouer les rogues, écraser les méchants et rabattre leur morgue? Comment se servir mine de rien de ses meilleurs amis? Par quel savant stratagème, par quelle souplesse d'anguille, par quelle supercherie et quel recoulement gagner la renommée et devenir objet d'adulation? Bon, moi j'avais envie de lire ce livre parce que je me suis dit que ça allait être hyper drôle, qu'on allait avoir vraiment un regard posé sur les relations humaines, façon essai, comme c'est écrit là, en mode drôle. C'est pas vraiment ce que j'ai trouvé. Alors déjà, l'autrice situe exclusivement son propos, son essai, dans le monde littéraire. Et c'est vrai que moi j'étais partie du principe qu'on allait avoir un truc un peu plus large. Or Lydie Salvert là ne parle que du monde littéraire. Et on a l'impression qu'elle veut faire une espèce de pastiche rigolo. Mais en fait, j'ai trouvé que c'était une analyse grossière, que c'était extrêmement violent, que du coup c'était pas drôle, qu'elle s'en prenait un peu à tout le monde. Tous les écrivains en prennent pour leur grade. C'est un peu tout le milieu littéraire qui en prend pour leur grade. Les éditeurs, les auteurs, les booktubeurs, tout le monde en prend pour son grade. C'est parfois pas inintéressant, c'est le plus souvent des gros clichés. Alors vous me direz, les clichés sont basés sur une réalité. Certes oui, c'est une accumulation de réalités qui crée un cliché, on est d'accord. Mais lire un livre entier qui n'est que un ramassis de clichés et de poncifs, c'est embêtant. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'analyse. Alors vous me direz, c'est un truc humoristique, c'est un pastiche, c'est pas fait pour faire une analyse. Ouais, bah dans ces cas-là, c'est censé être drôle. Et moi, ça m'a pas fait drôle. Ça m'a pas fait drôle. Ça m'a pas fait rire. Alors, est-ce que j'ai pas compris? Je sais pas quoi penser de ce livre. Peut-être que j'ai juste rien compris au bouquin. Ça me laisse perplexe parce que moi, j'avais lu d'autres livres d'elle, notamment La Compagnie des Spectres. Et j'aime plutôt la langue de Lydie Salvert. Mais là, j'ai trouvé ça très prétentieux. J'ai trouvé ça prétentieux et facile. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, non, vraiment, j'étais mais pas contente du tout. Je vais le poser là. Je pense qu'à la fin, j'ai un peu lu en diagonale parce que ça me saoulait en fait. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Et en plus, j'ai lu dans la presse que l'écrivaine dénonçait dans cet essai le patriarcat et le mépris de classe. J'ai pas du tout trouvé ça. C'est vraiment des sujets sur lesquels je suis sensible, hein, le patriarcat, voilà, le mépris de classe aussi, mais j'ai rien trouvé de ça. Alors, je sais pas, j'ai pas compris. Vraiment, s'il y en a parmi vous dans le futur qui le lisent et qui ont mieux compris ce qu'elle voulait dire et tout ça, je veux bien avoir un éclairage. Dites-le moi.
je serais intéressée parce que je pense que je suis juste totalement passée à côté. Donc du coup, on va passer au roman suivant. Et le roman suivant a été une excellente lecture. Pas un coup de cœur, mais vraiment une excellente lecture. Et il s'agit d'une saison pour les ombres de R.J. Ellory. Voilà. Donc, ce roman m'a été envoyé par Sonatine et j'ai échangé avec la personne qui m'envoie les romans qui a dit c'est un nouveau Seul le silence. Et effectivement, on est dans la même trame. Donc dans Seul le silence, on avait l'histoire d'un homme qu'on voit grandir et qui, dans son passé, dans sa jeunesse, avait vu dans son village et autour des meurtres de petites filles. Et lorsqu'il est adulte, il est obligé de se confronter à son passé pour retrouver le meurtrier de ses petites filles. Dans ce nouveau roman, vous avez l'histoire d'un homme. À la différence de Seul le silence, vous ne le voyez pas enfant, vous le récupérez tout de suite adulte. Mais vous allez remonter son histoire, vous allez voir l'histoire familiale, la construction familiale et l'histoire de son enfance. Enfance pendant lesquelles il y a des meurtres de jeunes femmes. Et le jeune homme va être, enfin l'homme, puisqu'il a 40 et quelques années, a quitté le grand nord canadien depuis fort longtemps. Il est parti quand il avait 19 ans et il est obligé d'y revenir parce que son frère a fait quelque chose et qu'il a laissé son petit frère derrière lui. Il s'est toujours un peu senti coupable. Et donc il y retourne pour voir ce qui se passe et il va être obligé de se confronter à son passé, à son histoire familiale et à retrouver le meurtrier des jeunes filles de l'époque puisque les meurtres ont continué. Donc on est dans la même veine, on est dans la même sensation de lecture, dans le même... voilà. Mais ça reste quand même différent. Déjà c'est très différent par le décor. Là, on est vraiment dans le Grand Nord canadien. C'est un décor très froid, c'était très chaud hein, dans Seul le silence, très aride. Et là, on est vraiment dans du grand froid. Et puis, le personnage principal est assez différent, bien qu'assez touchant aussi. Et bien sûr, le reste de l'histoire familiale est extrêmement différent de Seul le silence. Dans Une saison pour les ombres, vous avez beaucoup de retours dans le passé, dans la construction de la famille, dans la construction d'autres familles du village, et même dans la construction de ce village qui repose exclusivement sur la construction d'une entreprise qui fait venir des gens en masse pour travailler dans l'entreprise. Et donc tout le monde habite ensemble, tout le monde a son logement, etc. Et vous avez beaucoup de retours sur cet univers-là. C'est hyper intéressant, c'est très bien fait. Ce qui est une grande richesse aussi, c'est les interactions humaines. Il arrive bien à décrire ce qui a pu se passer entre les personnages. Il vous décrit tellement bien le village et les habitants qu'à un moment donné, j'ai tilté à la fin, il vous parle du meurtrier, mais il est mélangé au milieu de flots, de tonnes de personnages dont il vous parle. Donc forcément, il vous l'amène, mais vous ne le voyez pas venir. Il est là, on sait qu'il est là, il est dans cette masse. Et c'est très bien fait. C'est très bien fait. Alors, c'est pas Seul le silence. Comme je crois que je l'ai dit dans le vlog, mais je le pense vraiment. Je pense qu'avec le Seul le silence, R.J. Ellory, il a fait son chef-d'œuvre. Et le pauvre, je crois qu'il caracole pour essayer d'en refaire un deuxième. Ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué d'en refaire un autre comme ça. Mais on voit qu'il y a ces retours aux sources. Là. On réessaye et le roman est très beau. Un autre truc que j'ai bien aimé, c'est les noms des personnages et des villes, parce que donc on est au Canada, donc il y a une partie qui est française, donc il y a tout le temps tout un jeu de mots, et le personnage principal, il a deux identités, il s'appelle Jacques ou Jack. Voilà, donc son vrai nom c'est Jacques à la française, mais on l'appelle Jacques, il s'appelle Devro, qui sonne vraiment très français, ou en tout cas canadien, québécois. Et en plus, il vit à Jasperville. Et Jasperville, c'est Jasperville, la ville que j'espère. Bon, ville un peu désespérante quand même. R.J. Ellory fait quelque chose qui, aussi dans ce roman qu'il n'a pas fait dans d'autres romans, c'était d'y mettre une touche de folklore avec les Wendigo.
parce que lorsque quelque chose nous échappe, c'est la bête du Gévaudan, c'est toutes ces mythologies-là, quand il y a des meurtres, quelque chose nous s'échappe, on a envie de le mettre sur quelque chose d'imaginaire. On se dit que c'est un monstre, ça ne peut pas être un humain. Et là, on est vraiment dans la psychologie humaine qui a trop peur de se confronter à lui-même et qui préfère se dire que c'est un monstre, un truc extérieur à l'humanité. Donc là, c'est le Wendigo. Et voilà. Alors, c'est pas ce que je préfère, mais j'ai trouvé qu'il l'amenait assez bien. Et puis, l'autre qualité profonde de ce roman, c'est que c'est un page-turner sans en être un. C'est-à-dire que c'est un page-turner, donc vous avez vraiment envie de lire la suite. Vous ne... Enfin, moi, je sais que je l'ai dévoré. C'est un livre qui se lit bien, vous avez envie de suivre cette aventure, vous êtes à fond. Et en même temps, c'est un livre qui prend le temps. C'est pas un page-turner dans le sens où vous avez plein d'actions qui se passent. Il faut que j'arrête de faire ça tout le temps. Ça m'énerve. C'est un livre où on prend le temps quand même des descriptions, des constructions des personnages, de l'analyse, et puis il y a des très belles phrases. 2-3 fois quand même, je me suis dit, il y a des très belles phrases. Voilà. Donc un très beau roman noir. Donc si vous aimez l'auteur, si vous avez aimé Seul au silence, si vous aimez les romans noirs, si vous aimez les page-turners, et même si vous n'aimez pas les page-turners, lisez Une saison parmi les ombres. Oh, puis alors le travail de chez Sonatine à chaque fois, cette couve-là, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Il faut vraiment des trop belles couves chez Sonatine, c'est un truc de dingue. Je la trouve hyper belle. Voilà, allez, roman suivant. Et voilà, et je termine sur le livre de la rentrée littéraire qui m'a le plus bouleversée. Je ne pense pas que j'en lirai d'autres de cet acabit dans la rentrée littéraire, et je ne suis même pas sûre que j'en lirai d'autres de cet acabit tout court dans l'année. J'ai écrit comme post Instagram que je pense que... Alors je l'ai terminé le 2 janvier, donc du coup il va compter dans l'année 2023. Je pense que j'ai lu le meilleur livre de l'année. Alors c'est horrible. Mercy Street de Jennifer Haig. Ce livre m'a scotché. Alors on y va. De quoi ça parle ? Nous allons suivre l'histoire de Mercy Street, qui est une clinique dans Mercy Street. Une clinique qui soutient les femmes. C'est une sorte de planning familial. Alors on appelle ça des cliniques pour avortement, mais en fait ça va bien au-delà. Ça aide les femmes à prendre la pilule du lendemain, à faire des tests gynécologiques, à vérifier tout un tas de choses, que tout va bien, voir pourquoi un retard de règles, pourquoi ceci, pourquoi cela. En fait, ce sont des femmes qui s'occupent d'autres femmes, qui les aident, et qui les aident aussi à trouver de l'argent quand il y a besoin d'une contraception, quand il y a besoin d'un avortement, qu'elles n'ont pas les moyens de se l'offrir. Elles ont des financeurs, elles ont des aides, et elles actionnent toute cette machinerie pour aider les femmes. Voilà. Donc c'est vraiment un établissement... hyper important, je crois que c'est à Boston, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est à Boston. Oui, je viens de vérifier, c'est à Boston. Et vous suivez donc un des personnages principaux de cette clinique qui s'appelle Claudia. Et Claudia, vous allez la suivre aussi bien dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. Dans sa vie professionnelle, c'est quelqu'un de très fort. Elle aide les femmes, elle est très militante, elle y croit. Elle a une vie personnelle aussi qui nous est décrite comme étant très libre, très libérée. Elle a fait le choix, elle a été mariée très jeune, elle a divorcé, et elle a fait le choix de ne pas avoir d'enfants, voilà. Et elle a des aventures avec des hommes de temps en temps, elle s'en fout. C'est une espèce de personnage féminin très libre, elle est très attachante, et en même temps, elle est pas touchante parce qu'elle n'est pas là pour être touchante, elle est là pour être vraie. C'est une vraie femme de notre monde, et je l'ai trouvée hyper intéressante. Et Claudia, elle ne vit pas toujours bien les choses qui se passent dans cette clinique, et elle a une de ses faiblesses qui est d'avoir besoin de fumer de l'herbe. Et elle va souvent voir Tim, comment il s'appelle, hein, je crois que c'est Timmy, qui vend de l'herbe, et elle reste avec lui, et elle va... voilà, quand elle est avec lui, elle se pose et elle est dans sa bulle. Et en fait, à partir de là, Jennifer Haig construit un mode narratif hyper intéressant où des personnages, à travers des petits fils, donc là, Claudia va chez Timmy, il y a un autre personnage qui s'appelle Anthony, qui va aussi chez Timmy, c'est leur seul lien, mais du coup on va suivre Anthony.
Et Anthony, lui, il est à l'opposé de Claudia. Anthony, lui, il est profondément contre l'avortement. Et Anthony, il est en relation par Internet avec un autre personnage qui habite à l'autre bout du pays, dont on va suivre aussi les aventures. Et en fait, le lien, il est juste comme ça. Il est très lâche, très, très distant. Et elle en profite, l'autrice, pour nous narrer l'aventure de l'Amérique actuellement, la société américaine actuellement, à travers quelques personnages forts, bien dessinés et qui sont absolument touchants, intéressants, passionnants. Être dans la tête d'un type extrêmement anti-avortement, pro-vie, comme il dit, ça m'énerve, c'est absolument troublant et en même temps très intéressant. Il y en a deux comme ça, et les deux sont pour des raisons différentes, très, très anti-avortement. Du coup, vous avez aussi leur construction historique qui vous amène à comprendre pourquoi ils font le choix d'être aussi fermés à l'avortement. Donc, il y en a un, c'est pour la religion, d'autres, c'est pour une raison familiale. Je vous laisse découvrir la construction qui est hyper intéressante, le pourquoi du comment, et ce qui est très beau, c'est qu'en plus, elle nous amène ça, mais il n'y a pas de jugement. Elle arrive vraiment à faire quelque chose de très humain et de pas du tout jugeant. Je me doute bien que sa position, elle est très pro-avortement. On ne peut pas écrire quelque chose comme ça sans être... Voilà. Et en même temps, je trouve que c'est très bien fait, parce que ces personnages anti-avortement, elle ne les méprise pas. Et j'ai trouvé ça hyper fort. Et c'est hyper fort parce qu'en plus, à travers quelques personnages, elle arrive à nous décrire la société américaine, une société américaine fragilisée, fragile, vraiment avec des failles énormes et au bord de l'explosion. On sent que elle est en train de nous dire, l'Amérique, là, on est sur un fil. Et elle le fait très bien, avec très peu de personnages, avec très peu de choses. Elle nous amène les faits comme ça. Moi, j'ai trouvé ça bluffant. Le rythme d'écriture en lui-même est très maîtrisé. Elle ne va pas trop vite. Elle laisse le temps aux gens et aux choses de s'installer. Et comme dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui rentrent et qui sortent de votre vie. Certains y restent plus longtemps que d'autres. D'autres ne font que... Voilà. Et vous avez ce croisement hyper humain, hyper intime, que j'ai trouvé redoutablement beau, jusqu'à l'apothéose finale. J'ai pas pleuré à la fin parce que justement elle arrive à ne pas tomber dans le pathos. Et ça aussi, merci à cette autrice de ne pas tomber dans la facilité. Mais elle balance tout, quoi. C'est beau, mais c'est beau. Il y a aussi ça, évidemment, le problème de la religion qui prend une grande place dans le roman. Et là encore, sa façon d'amener les choses, pas de jugement, mais en même temps c'est clair. Elle amène, voilà, elle y va, elle donne des faits, elle y va, elle avance pas à pas pour nous emmener dans une direction. Mais dans cette direction, on y va avec nuance, on y va avec subtilité, on y va avec finesse. Oh mon Dieu, à aucun moment elle n'est bourrine, quoi. À aucun moment. Le regard d'une femme sur le monde américain, sur les petites gens, parce que ce sont des petites gens perdus, je trouve qu'il n'y a rien d'artificiel là-dedans. Ce qu'elle y amène, elle le fait avec réalisme, avec une espèce de vérité absolue. Ces personnages sont vrais. Je ne sais pas comment je vais faire pour vous dire à quel point ce roman m'a plu, m'a touché, m'a bouleversé. J'ai trouvé que c'était brillant. Donc bien évidemment, c'est un coup de cœur. Mais pour moi, ça va au-delà du coup de cœur. Dans ma tête, ça sonnait comme un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que je me suis dit, ah ouais, non, mais là, on est sur du grand roman. Sur du grand roman réaliste, américain. Voilà. Après, si vous aimez les grands romans américains, genre avec les grands espaces et les grands... C'est pas ça. C'est pas un grand roman américain comme ça. C'est un grand roman sur les petites gens. Alors c'est celui-là, il y en a un où il y a marqué... Ah non, c'est sur un autre. Il y en a un autre, ils ont mis... c'est un autre que je suis en train de lire. Ils ont marqué que c'est le Balzac américain. Je me dis, oh. Donc là, non, c'est pas la Balzac américaine. Mais oui, vraiment, on est sur la personne. Hein. Pas sur des grands espaces, sur des petits espaces et des personnes.
Et puis bien sûr, quand elle écrit ce roman, Jennifer Egg, elle est dans l'actualité brûlante. Il arrive maintenant au moment où tous les faits autour de l'avortement se sont déjà passés. Mais je pense qu'au moment où elle écrit le roman, elle est vraiment dedans. Et son questionnement est très juste et très fort. Je pense que c'est du grand art. Cette manière d'amener les choses, pour moi, c'est du grand art. Alors, j'espère vraiment qu'il va vous plaire autant qu'à moi. Si j'arrive à vous convaincre de le lire, je croise les doigts pour qu'il vous plaise autant qu'à moi. Je serais vraiment désolée de vous avoir incité à lire un livre qui pourrait potentiellement ne pas vous plaire. Mais moi, ce livre m'a bouleversée. Voilà, allez, un nouveau point lecture qui se termine. Dedans, comme vous avez vu, il y avait quand même 3 très très bonnes lectures, dont un magnifique coup de cœur. Donc, c'était qualitatif. Il y a un foirage, mais bon, ça arrive. Et puis, écoutez, je suis en train de lire les 4 autres que je vais vous proposer rapidement. En attendant, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à commenter, venez discuter. Abonnez-vous. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao.